Que la situation était peut-être encore plus difficile que les politiques français voulaient bien admettre, que dans certains quartiers, certaines villes françaises, la situation est extrêmement difficile, elle échappe complètement aux autorités françaises. C'est-à-dire que vous avez certains quartiers où un islam, combattant, belliciste, clairement anti-occidental, est enseigné dans des mosquées semi-clandestines ou clandestines, sans espèce de regard des autorités françaises, c'est-à-dire de la police, des renseignements, etc. Donc, il y a un certain nombre de quartiers. Vous avez entendu parler de la polémique en France du ministre des Sports qui disait qu'il y avait 200 quartiers. La polémique La polémique initiée par le ministre des Sports français, Patrick Caner, disait qu'en France, il y avait 200 Molenbeek français. Ah, d'accord. Oui, moi je pense que c'est très exagéré, il y en a 15 à 20. Mais dans ces 15 à 20 Molenbeek français, la situation est... On a perdu complètement toute l'autorité là-bas. Voilà. Quelles sont les villes, communes et quartiers dont vous parlez et qui sont devenus des no-go zones en France? Alors, est-ce que mon attaché de presse vous a envoyé le livre ou pas? Non, pas du tout. On va vous l'envoyer. On va vous l'envoyer par mail, vous le donnerez après. D'accord. Alors, ces quartiers-là, si vous voulez que je vous en cite, vous avez la Rainerie à Toulouse, le Petit Bar BARD à Montpellier, la Porte d'Aix à Marseille. Marseille, oui. Marseille, il y en a plusieurs. Les Bleus à Marseille. À Nice, vous avez un quartier qui s'appelle le quartier de l'Ariane, comme la fusée. Oui. Elle a apostrophe Ariane. Vous avez à Paris, dans les banlieues, vous avez Sevran, Sevran. Pardon. Oui. Sevran, voilà. Et voilà. Et vous avez à Paris Stains, S-T-A-I-N-S. Peut-être le pire endroit que j'ai vu. Bon, vous en avez d'autres à Lyon. Vous avez à Lyon, vous avez le quartier de la Guillotière. C'est le quartier le plus voilà. En réalité, pour résumer, parce que je ne vais pas faire un guide du routard des quartiers difficiles, mais toutes les grandes agglomérations, plus ou moins de plus de 100 000 habitants en France, donc, ont plus ou moins leur quartier interdit, livré pour certains endroits à des imams qui sont salafistes, islamistes et qui appellent clairement à faire la guerre à la France. Voilà. Et vous estimez un problème. Oui, vous estimez que l'État est inexistant dans ces endroits? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. J'en veux pour preuve que, par exemple, prendre l'exemple du quartier de la Rainerie, R-E-Y-N-E-R-I-E, à Toulouse, le quartier de la Rainerie, la police n'intervient plus là-bas. D'accord. En fait, les pompiers interviennent encore. Alors, justement, c'est les rares fois où la police passe, c'est pour protéger les pompiers qui reçoivent depuis les 8e et 10e étages des tours, au mieux des clés à molette, au pire des machines à laver quand ils interviennent. Wow. Voilà. Et vous avez un islam clandestin dans ce quartier de Toulouse que j'évoque dans le livre. Vous avez un parc. Et dans ce parc, vous avez des prêches qui se font publiquement, où on appelle au djihad. Et c'est là qu'on recrutait, dans ce quartier de Toulouse, dans un parc au pied de barres d'immeubles. C'est incroyable. C'est incroyable, je sais, parce que, alors justement, pour revenir sur l'Algérie, vous avez vécu malheureusement, la décennie sanglante, etc. Oui. C'est quelque chose, je pense, que l'Algérie ne tolérerait pas. Mais nous, on le tolère. La France, pays des droits de l'homme, tolère que des gens qui la détestent disent du mal d'elle. Et moi, ça me met très mal à l'aise, parce que je me dis, les Algériens sont quand même beaucoup moins contenus, et ils auraient vite compris que ces gens-là, leur place, c'est la prison. Oui. Voilà.
L'avocat d'Hippo de Montréal qui a préfacé votre livre explique que ces quartiers, appelés aussi les Molambiques français, vous venez de le dire, servent de véritables bases logistiques pour les touristes. Comment la France en est-elle arrivée là? Parce que pendant des années, on a expliqué à ces gens, donc très souvent, mais pas seulement, hein, c'est des convertis aussi, issus de l'immigration, qu'ils étaient des victimes. D'accord. C'est-à-dire des victimes de notre société, de notre nation, de notre pays. Qui leur a expliqué? Donc, le propre des victimes, c'est de se venger. C'est que vous n'avez pas beaucoup de choix quand vous êtes une victime, vous vous faites justice à un moment donné. Et donc moi je pense, si vous voulez, que les gens qui aujourd'hui déclarent le djihad contre la France, ce sont des gens qui en ont assez de leur statut de victime. Qui leur a expliqué qu'ils sont des victimes? Pendant, disons, des années 80 aux années 90, on avait tendance à considérer que les gens, notamment ce qu'on appelle les secteurs ou les quartiers les plus défavorisés, étaient des gens qui étaient victimes finalement de la société. Et donc il fallait peut-être, non pas que eux se remettent en question, mais que nous remettions en question. Vous trouvez ça que c'était une erreur ou bien c'est vrai ou... C'était une erreur. Une erreur de quoi? Oui, parce que la première génération, si vous voulez, d'ailleurs, parce que vous êtes algérienne, d'Algériens qui s'installaient en France, par exemple pour travailler dans l'industrie automobile, beaucoup d'Algériens sont venus s'installer dans les années 60 et 70 pour travailler dans l'industrie automobile chez Peugeot, notamment. Oui. Ceux-là n'avaient aucune espèce de revendication identitaire. Ils ne se prenaient pas pour des victimes. Ils prenaient ce qu'il y avait, avec l'espoir peut-être de revenir chez eux, mais ils n'avaient aucune espèce de revendication islamique. Ça n'existait pas du tout dans leur recette. Du reste, ces Chibani, donc on appelle nous les Chibani, enfin vous appelez pareil, n'ont toujours pas de revendication identitaire. Non. Et ce sont ceux qui vivent le plus mal. Ce sont ceux à qui on refuse très souvent une pension d'anciens soldats. Ce sont ceux qui n'ont pas une retraite complète. Et jamais vous les entendrez se plaindre du racisme en France. Jamais ils se victimisent. Ceux qui se victimisent aujourd'hui, c'est la troisième génération. Pourquoi ils se victimisent? Parce qu'on leur a appris à se victimiser. Mais vous n'avez pas encore répondu à la question. Qui leur a appris à se victimiser? Qui? Les années Mitterrand, les années de la gauche au pouvoir en France, qui a expliqué qu'il y avait des incidents en banlieue, beaucoup de délinquance, c'était aussi de la faute de la France. Très mauvais message qu'a entendu la jeunesse, de se dire, finalement, c'est pas notre faute, c'est-à-dire l'islam est venu couvrir, si vous voulez, cet espace de revendication, est venu lui donner un aspect moral qu'il n'y avait pas avant. Avant, si vous voulez, les gens étaient délinquants, ils étaient juste délinquants. Si vous rajoutez de l'islam derrière, si vous rajoutez la religion, vous couvrez moralement, vous excusez moralement des situations qui, aujourd'hui, s'apparentent à la guerre. Si vous voulez, si on fait 200 morts en France, en un an, oui, c'est que on a un souci qui n'est pas prêt de s'arrêter, et dont les spécialistes en France disent qu'il durera une génération. Une génération, c'est long. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et nous, on n'est pas habitués, on n'est pas l'Algérie, nous. On n'a pas eu la décennie sanglante, mais elle arrive, on nous dit. Elle arrive petit à petit. Donc on a une génération de gens qui s'apprêtent à faire comme en Algérie, dont le rêve, c'est de prendre en otage des villages, de décapiter, de massacrer au couteau, etc. On n'est pas habitué à, finalement, il faut regarder dans le futur en France, il faut voir ce qui s'est passé dans le passé, notamment en Algérie. Mais monsieur Mendel, personne ne peut être habitué à ça. Même nous, on n'était pas habitués quand on a eu la décennie noire et rouge. Sauf qu'elle a existé et que pour nous, on devrait regarder. Et les services de renseignement, ça peut intéresser l'Algérie, sont très, très, très attentifs à ce qui se passait en Algérie dans les années 90. C'est-à-dire que eux, ils comprennent, si vous voulez, que cette guerre-là, ça peut être la nôtre demain. Et donc, ils regardent ça comme une espèce de modèle prospectif, malheureusement, de la guerre à venir. Je suis pas en train de vous dire que vous y êtes habitués, heureusement que non.
Mais vous avez pris les devants. Nous, on n'a pas encore compris. Vous avez un Premier ministre et un président en France, donc Manuel Valls et François Hollande, qui expliquent qu'on est en guerre. Oui. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes allé à Paris. Vous êtes allé il y a combien de temps Paris, non. J'étais à Montpellier il y a quelques temps. Je suis originaire de Montpellier. Mais quand vous vous promenez à Paris, vous n'avez pas l'impression que c'est la guerre. D'accord. Il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de soldats. C'est pas la guerre. Oui. Mais pas le sentiment d'être au Liban, en Israël ou en Algérie. D'accord. C'est pas la guerre. Voilà. C'est autre chose. C'est indéfinissable. Et c'est pas la guerre. Je suis persuadé qu'en Algérie, les imams qui tiennent des discours pro-djihad, aujourd'hui, seraient mis en prison. Oui, oui. Ça c'est. Ça chez nous. Ça c'est clair. Voilà, c'est clair, voilà. Bon. Ouais. La France n'est pas l'Algérie. Voilà. Dans le temps, on disait l'Algérie n'est pas la France. Maintenant, c'est que la France n'est pas l'Algérie. On ferait bien peut-être de se pencher sur ce qui s'est passé là-bas pour apprendre un petit peu de nos voisins méditerranéens qui ont vécu ça. C'est peut-être pas mal. J'en parle dans le livre, hein, du reste. Vous pouvez nous décrire quelques témoignages qui vous ont paru surréalistes pendant votre enquête? Surréalistes? Oui. Alors, sur les mollets de mer français, oui. Bon, dans le bouquin, je vais vous faire envoyer, vous me donnerez l'adresse mail en PDF par l'attaché de presse. D'accord. Donc un témoignage surréaliste. Oui. Vraiment un truc incroyable. Donc, voilà. 13e arrondissement, Marseille. 13e arrondissement qui est géré par le sénateur maire FN du 13e arrondissement, qui s'appelle Stéphane Ravier. Donc quelqu'un qui montre en plus beaucoup ses muscles à la télévision contre l'islam. Dans cet arrondissement-là, vous avez tous les vendredis, donc tous les jours de grande prière, des gens qui investissent, des musulmans, qui investissent une galerie commerciale, qui prient sur le toit de la galerie commerciale, mais aussi à l'intérieur de la galerie commerciale, qui font fermer aux non-musulmans leur galerie commerciale, pour qu'ils puissent, non mais oui, donc aux heures de prière, et les non-musulmans acceptent, donc partent, et ils font le prêche avec des haut-parleurs. Et dans ces prêches-là, moi un jour j'y ai assisté d'ailleurs, ça s'est mal passé, il a fallu appeler la police parce qu'ils voulaient me casser la gueule. D'accord. Dans ces prêches-là, que j'ai enregistré, vous avez un imam qui s'appelle l'imam Ismaël, qui raconte à ses ouailles que la plus grande récompense au paradis sera accordée à ceux qui font le djihad. Et ça se passe 3 à 4 mois après les attentats du 13 novembre, que ça continue. C'est incroyable, oui. Oui. Et plus loin, d'ailleurs, quand je me suis fait virer de la mosquée, je suis parti en voiture, je me suis perdu en voiture. Je suis arrivé dans une rue, impasse Simone Signoret à Marseille, où il y avait des islamistes qui faisaient complètement le hasard un prêche dans un garage de voiture. Oui. Et donc ils avaient déroulé les tapis, etc. Et ils avaient mis des slogans anti-Bachar al-Assad. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. Bon, après, d'autres témoignages j'en ai parce que j'ai communiqué longuement avec un djihadiste de Belgique, un jeune, d'origine turque, de Liège. Et moi, je trouve ça surréaliste et rigolo parce que lors d'une conversation que j'ai eue avec lui, je lui ai demandé ce qui se passait à Raqqa. Ce jour-là, il s'est plaint parce que le prix du Red Bull, donc vous savez, la boisson énergisante, était beaucoup trop cher pour lui. Il trouvait que $2, c'était quand même très exagéré. Alors moi, j'ai trouvé ça très, très incroyable que les gens en guerre s'interrogent sur le prix du... Parce que finalement, ils détestent l'Occident, ils vont s'installer à Raqqa, ils vont limiter l'Occident, et ils trouvent que finalement, c'est pas mal la France qui touchait la canette à 1 euro. Vous imaginez la guerre, vous dites qu'ils rampent en ce moment, ils s'entraînent au combat, etc. Mais en réalité, voilà. De toute façon, la guerre est surréaliste en France. C'est un pays qui a l'air en paix, qui est économiquement prospère par rapport à la plupart des pays de la planète. Et pourtant, oui, c'est surréaliste quand... le 13 novembre, c'était très surréaliste. Qu'on puisse tuer plus d'une centaine de personnes dans un pays qui va bien, où il n'y a pas de soldats dans les rues. Oui, c'est surréaliste. Quand on y pense, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Ça, nous, en France, oui, on l'oublie 2 semaines après.
Oui. On oublie que ça existe. Oui, c'est ce qu'on remarque, exactement. Et voilà, moi c'est ce que je remarque tout le temps en fait. Excusez-moi, Monsieur Mendel, mais en lisant quelques extraits du livre, j'ai pas le livre entier, Vous l'envoyez oui, j'espère. J'ai eu l'impression que vous voulez faire croire au lecteur que chaque musulman est un djihadiste potentiel. Surtout. Ah, ouais, alors, non. Attendez, notamment le message là que j'ai vu sur la couverture, en ce moment à 15 minutes de chez vous, c'est. Oui, madame, parce que ça c'est vrai. C'est vrai. Dans la mesure où toute agglomération française, toute grande agglomération française, vous savez, la France est un pays particulier. C'est vrai, vous parlez du message, c'est vrai pour le message. Oui, toute grande agglomération française, à 15 minutes, 20 minutes, oui, a une poche salafiste voilà, de haine. D'accord. Ouais, c'est bon. Moi, je suis désolé de le constater presque tous les jours en reportage. Toute grande agglomération française. D'accord. Mais je vais même vous dire, même on a des villages voilà, on a un village très célèbre en France qui s'appelle Artiga, A-R-T-I-G-A-T, en Ariège, où vous avez un Syrien qui se fait appeler Olivier Corel, donc alias l'émir blanc, qui a converti notamment Mohamed Merah à l'islam radical, mais aussi les frères Fabien et Jean-Michel Klein. Fabien Klein étant la voix française des vidéos de l'État islamique, tous ceux-là sont passés par le même village. Wow. Et dans ce petit village, il y a un hameau tenu par les salafistes. Et c'est incroyable quand on y va. Plus personne ne veut vous parler là-bas. Voilà. Il est complètement tenu par les islamistes. Le village. Le hameau est tenu par les salafistes, ouais. Oh là là. Mais dites-moi, mon impression est incorrecte. Le fait que chaque musulman est un djihadiste potentiel, non. Alors, non. Moi, j'ai reçu des messages de soutien, je peux même vous donner les noms, parce que d'abord, en plus, ça leur fait un peu les pieds. Parce qu'ils sont très gentils quand je vais les voir, tous les Marocains. Oui. Des Marocains. Et les Marocains, la plupart des imams en France sont marocains. Oui. Et la plupart de ces imams marocains travaillent pour les renseignements marocains. Et donc, ils ont tous des fiches de renseignement. Qu'est-ce que fait un imam modéré, dit modéré entre guillemets, mais qui par ailleurs picole autant que moi? Oui. C'est qu'il vous donne des fiches de renseignement sur les gens. Ah, il y a un tel qui, etc. Ils sont très contents du bouquin. Ils m'écrivent. Je leur dis, mais parlez-en publiquement du livre. Oui. Ah non, on ne veut pas prendre de risques. Bah, ils sont bien contents que ce soit un con comme moi, un laïc, qui ait pris les risques. Et donc, d'ailleurs, je vais créer une tribune la semaine prochaine dans le Washington Post à ce sujet-là, en disant la guerre, ça concerne tout le monde, donc on a besoin de tout le monde, et y compris de ces imams-là. Oui. Moi, je suis très flatté qu'ils m'appellent. Il y en a certains, Farid Darouf, on se tutoie. D'accord. Et okay, voilà, mais à ce moment-là, à eux aussi de dire, mais nous aussi, c'est notre guerre. C'est notre guerre. Et c'est pour ça que je dis, non pas que derrière tout musulman, je te cache un djihadiste, mais j'aimerais que les musulmans français, patriotes, élèvent la voix un peu plus, quoi. Là, vous voulez qu'ils se justifient? Non, c'est pas une question de justification, mais c'est une question de... Puisqu'on est en guerre, je rappelle que le terme c'est la guerre, puisque c'est utilisé par tout le monde, je voudrais que tous ces gens-là, clairement, choisissent leur camp, c'est-à-dire choisissent notre camp. Leur camp d'ailleurs, parce que... Il suffit pas de dire, si vous voulez, au téléphone, bonjour monsieur Mendel, bravo pour votre livre, mais je peux pas témoigner parce que vous comprenez, moi j'ai peur. Alors là, c'est eux qui créent eux-mêmes l'amalgame. C'est ça qui est triste. Ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Oui. Vous parlez d'un deuxième cercle suspecté de soutien au terrorisme en base arrière. Qui constitue ce cercle, comme vous l'appelez? Alors, ce sont des gens qui ne sont pas prêts de prendre des armes ou de tirer à la Kalachnikov dans des salles de spectacle, mais ce sont des gens qui soutiennent la cause idéologique. Ce sont les gens qui planquent les terroristes. Ce sont des fois les gens qui leur fournissent des armes. D'accord. Ce sont les gens qui les idéologisent ou qui partagent l'idéologie. Ça, de mon point de vue, c'est ce qui constitue le plus grand danger finalement. Oui. Parce que ceux-là, ils sont très nombreux. Ils sont évalués à 15 000 personnes. La 15 000 personnes, c'est une petite armée. Hein. Wow. Voilà.
15 000 personnes, hein, c'est ce que disent les renseignements français. Sur le territoire français? Sur le territoire français. C'est assez énorme, hein, 15 000. Oui. Énorme. C'est beaucoup. Voilà. Donc, comment imaginez-vous la France dans les 10 à 20 ans à venir, dans les cas où l'État continue à tolérer la présence de salafistes? Je suis pas devin, je pense que je sais pas dans 20 ans comment ça va se passer. Je sais pas. Je me dis là, si on prend conscience qu'on est en guerre, bah peut-être qu'on va finir par la gagner. La France est un pays moderne, oui. On a eu une révolution, on a réussi à décapiter un roi, et les Français ont quand même mis du temps, mais la tendance à la révolte. Combien de temps ça va durer? J'en sais fichu rien. Les renseignements disent, je suis bien d'accord avec eux, ça va durer une génération. Ouais. Vous êtes d'accord avec eux? Et, oui. Oui, je pense que ça va durer longtemps. Voilà. Je pense qu'une fois tous les 6 mois, on aura un attentat gravissime, et qu'on ne se rend pas encore compte. Oui. Et un de mes calculs, comment dire, c'est qu'un jour, une école va être attaquée en France, et que peut-être là, les Français changeront de mentalité, parce que quand on touchera à leurs enfants, ils se diront mince, là, on a changé de dimension. Pour l'instant, vous pouvez toujours éviter d'aller dans une salle de concert à Paris. Vous ne pouvez pas éviter de conduire vos enfants à l'école. Comme un de leurs grands rêves, c'est de s'attaquer aux enfants dans une école. Oui, là, et là, ça peut durer du temps. On a 6 à 7 millions de musulmans en France. Donc, pour 15 000 personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de passer à l'acte, vous faites le calcul, vous avez 5 millions 887 000 personnes qui payent pour les autres. Et là, oui, il y aura un effet boule de neige, une ambiance guerre civile, quoi. On n'est pas habitué à ça depuis la dernière guerre civile, c'était la Commune à Paris, donc ça remonte à un siècle et demi, quoi. On n'est pas habitué à ça, nous, hein. Mais il va falloir qu'on s'y habitue, parce qu'on n'a pas compris. Exactement. Quelle solution préconisez-vous pour éradiquer ce phénomène? Il faut des solutions fortes. Des solutions fortes, c'est de déchariaïser, c'est-à-dire d'enlever la charia comme corpus légal d'un certain nombre de quartiers, de mettre en prison les imams qui prêchent la haine, et de mettre en prison, y compris ceux qui vont se renseigner auprès des imams qui prêchent la haine. Voilà. Ça, c'est la solution forte. Sans solution forte, eux se sentent libres d'agir, de faire n'importe quoi. Voilà. Il faut des solutions fortes. La solution forte, ça passe par peut-être de fermer un petit peu, aujourd'hui, un petit peu, les droits de l'homme, etc., pour ces gens-là. Voilà. Vous connaissez l'expression, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Je pense que ce sont des ennemis de la liberté, et qu'il ne faut pas leur faire de cadeaux. En France, mais on finira par le comprendre. Bon, je suis pessimiste, si vous voulez, sur le temps que ça va prendre, mais je suis optimiste sur l'issue. Personne ne peut accepter ça. Sur le long terme, c'est impossible. Donc, voilà. Vous pensez que la France et enfin l'Occident en général est disposé à s'attaquer à la racine du mal? Pardon? Vous pensez que la France et généralement l'Occident est réellement disposé à s'attaquer à la racine du mal? Sont-ils vraiment disposés? Parce que nous, on ne voit pas ça. Non, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Clairement, non. Non. C'est-à-dire, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ça arrange leur intérêt? Mais parce que quand il y a un attentat qui se produit en France, les gens oublient au bout de 2 semaines. Vous parlez de gens, mais les officiels, pourquoi ils ne s'attaquent pas à la racine? Non, plus non plus. Mais parce que vous ne pouvez pas vous en prendre, si vous voulez, à une portion de la population française, en les désignant comme responsables, sans passer pour des racistes. Donc c'est très dur pour les Français d'imaginer ça. Ils peuvent pas, ils veulent pas. Voilà. Donc on est dans une situation où on est bloqué, nous, par à la fois notre aveuglement, mais aussi notre propension à comment dire, à aimer notre prochain. On est en France, c'est un pays chrétien, hein. On aime notre prochain. On est con parce qu'eux, ils nous aiment pas en retour.
Le propre du... Le propre des... Non mais le propre de l'intelligence humaine, c'est de se dire, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Si vous voulez, on nous met une gifle, deux gifles, donc un attentat, deux attentats, trois attentats, oui. On continue de prendre la joue. Ça, la guerre, on tend sa joue, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, aucune guerre a été gagnée comme ça. Hein. Oui, mais c'est anormal comme vous dites, de tendre encore la joue après trois attentats. Ah, mais il faut en revenir en France, madame. Hein Genre, il faut en venir en France. Hein. 30 ans qu'on est gouverné par une bande d'incapables qui nous explique que si tous ces gens-là nous tuent, c'est parce qu'on les a rendus malheureux. Il ira peut-être par comprendre que c'est pas exactement le cas. On n'est peut-être pas rendus malheureux, que peut-être qu'ils nous détestent pour d'autres raisons. Merci beaucoup. Allez, merci.